Ce que vous voyez à l'écran, c'est quelqu'un qui vient de se faire électrocuter à mort dans un jeu télé. Il y a un candidat qui se trouve ici, un autre qui se trouve dans cette cabine. Le premier pose des questions au second. Si le second ne trouve pas, le questionneur lui enverra des décharges électriques. Le problème, c'est qu'il y a 25 questions et qu'à chaque mauvaise réponse, les décharges électriques augmentent graduellement en puissance, jusqu'aux limites de la tolérance humaine. Alors, seriez-vous prêt à pousser le levier? Eh bien, sur 100 essais, 81 personnes sont allées au bout du jeu, jusqu'à administrer une décharge mortelle à l'autre candidat. Oula. On n'a pas entendu crier là. C'est à vous, continuez. On est en 2009, il s'agit bien évidemment d'une expérience sociale et non d'un vrai jeu. La personne électrocutée est un comédien, seul le candidat est piégé. Cette expérience, elle questionne jusqu'où les gens sont prêts à obéir sous prétexte d'autorité. Je sens qu'il va me détester, mais je suis obligé. Si je te parle de cette expérience, c'est parce que cette situation, on peut la rencontrer tous les jours dans notre travail. Non, j'exagère même pas, on obéit aux ordres sans prendre en compte notre responsabilité individuelle. Alors la vraie question, ce n'est pas est-ce que vous seriez prêt à tirer le levier, mais combien de fois est-ce que vous l'avez déjà fait sans même vous en rendre compte? C'est exactement ce qui s'est passé en 2008 quand des traders ont volontairement déclenché la plus grosse crise économique de ce siècle. Pour comprendre cette soumission à l'autorité, je me servirai du film Margin Call. Ce film, il raconte ce qui s'est passé la veille de l'énorme crise des subprimes que tu connais sûrement de nom. Si t'as peur de rien comprendre à cette vidéo, rassure-toi, ça va être beaucoup plus simple que tu le penses. Tout commence donc en 2008. La bourse n'évolue plus aussi vite et bien que ce qu'elle a pu faire ces dernières années. Malgré ça, les banques continuent d'engendrer énormément d'argent sans réellement se soucier des risques qu'elles prennent. Eric Dale, le directeur de la gestion des risques de la banque, est en train d'analyser et d'enquêter sur quelque chose d'étrange qu'il a remarqué. Mais il est incapable, à ce stade, d'en expliquer les raisons. Son rôle dans l'investissement, c'est de limiter ou ralentir les positions qui sont prises par les traders, avides de faire toujours plus d'argent. Heureusement qu'Eric est là pour assurer la stabilité de la banque et la gestion des risques. Il se fait virer, qu'on soit bien d'accord, la banque ne veut plus de lui. Alors, est-ce qu'Eric Dale a mal fait son travail? Pas vraiment. À cette époque-là, les banques pensaient bien faire. Enfin, elles pensaient surtout à générer des tonnes de pognon en investissant dans des produits qui semblaient sûrs, mais qui étaient en réalité très risqués. Je vais pas développer tout de suite parce que je vais t'en reparler juste après, mais Eric récupère ses affaires, il est gentiment raccompagné à la sortie, on lui coupe ses accès ainsi que son téléphone, et crois-moi, si je m'attarde sur ce petit détail, c'est parce qu'il a son importance pour la suite. En partant, Eric va laisser une clé USB à un de ses analystes préférés. Cette clé, elle renferme tous les éléments sur lesquels il travaillait. Peter Sullivan, notre analyste, brillant mathématicien, va alors se pencher sur le sujet. Il ne faudra pas longtemps pour ajouter la pièce du puzzle qui manquait à Eric et découvrir un terrible secret. La banque pour qui il travaillait était au bord de la faillite à cause des positions qu'elle détenait. Et le pire dans tout ça, c'est que toutes les banques de Wall Street étaient probablement exactement dans la même situation qu'eux. Alors comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Pour faire le plus simple possible, de par ses modèles mathématiques, Peter Sullivan va découvrir que les actifs de la banque, donc les positions qu'elle détient sur les marchés, et en l'occurrence les produits liés au crédit immobilier subprime, sont tellement risqués que la moindre baisse du marché pourrait les faire s'effondrer. En clair, ils ont parié pendant des années sur des prêts immobiliers accordés à des gens qui avaient à peu près autant de chances de rembourser leurs dettes que moi de faire percer cette chaîne YouTube. Sauf qu'après s'en être mis plein les poches pendant des années, le marché immobilier ne se porte plus aussi bien. En fait, ce que Peter Sullivan vient de découvrir, c'est que la banque pour laquelle il travaille est déjà techniquement morte, mais personne n'est au courant. Alors que faire de tous ces actifs pourris que la banque a en stock et qui risquent de les conduire à la faillite? Et bien tout simplement, c'est la banque qui s'en débarrassera en premier, qui s'en sortira le mieux, malgré des pertes énormes, je vous rassure. Alors, qu'est-ce que peut faire Peter dans cette situation? Parce que oui, j'ai pas précisé, mais il est à peu près minuit, 1h du matin quand il découvre ça. Alors, avant de déranger le big boss, mieux vaut vérifier les informations. Il appelle donc son pote Seth pour qu'il vienne y jeter un coup d'œil, mais le constat reste le même. À ce moment-là, c'est eux qui ont la responsabilité de cette énorme découverte. S'ils ne font rien, ils n'avertissent personne, la banque peut couler du jour au lendemain. Alors ils vont faire ce que beaucoup font dans leur travail. Ouais, en fait, on prend le problème et on va le transmettre à une autre personne, généralement nos supérieurs. En faisant ça, nous, en tant qu'employés, on se déleste de nos responsabilités et on n'engage plus notre libre arbitre. Puisque maintenant, la décision est entre les mains de nos chefs, on n'a plus à réfléchir à une solution et les conséquences qui vont avec, on n'a plus qu'à obéir. Dans la finance, à ce niveau-là, il y a bien évidemment des enjeux bien plus importants qui engagent l'éthique et la morale que dans la plupart des jobs qui n'ont pas un vrai impact à l'échelle d'un pays ou même du monde. Décider de tout vendre et déclencher une crise économique mondiale, ça a de nombreuses conséquences indirectes. Des millions de familles vont être expulsées de leur maison, il y aura des licenciements à l'appel, il y aura même des vagues de suicides. Bref, c'est pas très beau à voir. Ouais, appuyer sur le bouton pour vendre ses produits, ça revient
au même que pousser le levier du jeu TV qu'on a vu en intro. Alors pour se délester de cette charge mentale, on transmet à notre manager qui lui-même transmet à son supérieur, qui lui-même transmet à son supérieur jusqu'à réunir tout le gratin. En même temps c'est normal, la survie de la banque est en jeu. Et on va reparler de ces différents personnages, de leur façon de faire face aux problèmes par la suite, mais pour que tout ça soit clair, il faut que je t'explique très rapidement pourquoi ce serait si dangereux de tout vendre d'un coup. Le mieux à faire pour sauver la banque, c'est d'une simplicité presque cruelle. Tout vendre tant qu'il en est encore temps, même si les produits qu'on cherche à vendre sont pourris jusqu'à l'os. Le problème, c'est que toutes les banques en détiennent de ces produits et se les échangent tranquillement sans trop se poser de questions. Si par contre, une banque commence à vendre pour des milliards de ces produits d'un coup, c'est un véritable signal d'alerte pour toutes les autres banques. Et ouais, ils vont se dire qu'ils ont manqué un truc, ils vont essayer de comprendre à côté de quelle info ils sont en train de passer, et une fois qu'ils auront découvert le poteau rose et qu'ils se seront rendus compte qu'ils sont exactement dans la même situation, elles feront ce qui est le mieux dans leur intérêt, à savoir tout vendre, si t'as bien suivi. Et qu'est-ce qui se passe sur un marché quand tout le monde vend en même temps et que plus personne n'achète? Le prix de l'actif chute. Bon, évidemment, c'est quand même plus complexe que ça, alors j'essaie de vulgariser au mieux pour que tu comprennes, mais les banques sont investies dans tout un tas de produits dérivés à effet de levier qui sont de facto découplés du marché immobilier réel. Mais je suis sûr qu'avec cette phrase, je t'ai déjà perdu, donc retiens juste que c'est un véritable effet domino. Et c'est le premier qui bouge qui déclenche la suite des événements. Et ce qui devient intéressant, c'est de voir comment chacun des personnages va réagir face à cette responsabilité. Un peu comme dans l'expérience de 1000 grammes revisité qu'on a vu en introduction, il y en a qui doutent, d'autres qui se sentent mal, d'autres qui refusent d'obéir, et enfin certains qui agissent sans se poser de questions. Face à cette situation, nos deux analystes qui ont découvert le problème se sont clairement débarrassés du dilemme moral. Ils ont découvert le danger, ils ont averti, et maintenant ce n'est plus de leur ressort. Ils se positionnent simplement en observateur. Eric Dale, lui, on sait toujours pas où il est, malgré que tout le monde le cherche. Ensuite, au-dessus d'eux, on a Sam Rogers, le vétéran. Il est là depuis longtemps dans la boîte et comprend très bien ce qui se passe. Il a conscience de ce qu'il doit faire pour sauver la banque, mais moralement, il le vit extrêmement mal. Refiler ses produits toxiques à d'autres banques et provoquer l'effondrement du système juste pour sauver sa peau, c'est pas vraiment une idée qui l'enchante. Et ça se comprend. Encore au-dessus de lui, on a Jared. Pour lui, c'est une affaire de survie et rien d'autre. En même temps, quand on gagne plusieurs millions par an, c'est un poste qu'on n'a pas forcément envie de perdre. Et on ira même jusqu'à faire venir le PDG de la banque, John Tuld, qui est là pour prendre la décision finale et trancher. Il est froid, impartial. Selon lui, on est juste dans le creux d'un cycle économique qui se répète inlassablement sans qu'on puisse réellement y faire quoi que ce soit, si ce n'est s'en sortir au mieux et survivre jusqu'à la crise suivante. Chacun de ces personnages voit donc cette catastrophe au travers de son propre prisme. En fait, cette histoire, elle nous révèle bien un sentiment étrange qui s'imprègne en nous. Comme il n'y a pas vraiment de terme pour ça, j'ai décidé de renommer ça de la corruption douce, si je peux me permettre d'employer le terme. Parce que certains de ces personnages dont on a parlé, ceux qui sont les plus empathiques et avec un sens de la morale fort, comme Eric par exemple, ou encore Sam, eh bien même eux finissent par craquer sous la pression des ordres, mais surtout de la récompense. On ne les menace pas forcément, on ne les fait pas chanter, on ne leur met pas un couteau sous la gorge, on leur propose gentiment de très gros bonus, des primes, des augmentations, et on leur fait bien comprendre que ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde de juste accepter l'argent. Et en même temps c'est normal, avec la crise qui arrive, vaut mieux se mettre à l'abri avec quelques millions. Eric par exemple, tu sais, le premier personnage qui se fait virer et qu'on n'arrive pas à retrouver, par la force des choses, c'est lui qui a découvert la situation critique. Et bien on lui demande de revenir pour une seule journée, juste être présent et ne pas faire fuiter l'information. Et pour ça, combien est-ce qu'on lui propose à votre avis? $76,471 an hour to sit quietly in this room. Il est très probablement devenu ce jour-là le gestionnaire de risque le mieux payé de l'histoire de la finance. Qui pourrait refuser cette situation? Le dilemme est infâme, puisque quoi qu'il se passe, la crise est là. Absolument personne ne pourra l'arrêter, c'est une bombe à retardement. Alors quitte à ce que l'économie s'effondre, autant être plus tranquille avec quelques millions de côté, non? En faisant ça, on s'attaque à notre propre intégrité. On n'est plus passif face à la situation, on devient celui qui pousse le levier. Même si on essaye de se rassurer en disant qu'on ne fait que suivre les ordres, eh bien on reste quand même celui qui a la main dessus. Avant de continuer à développer le côté moral et d'en faire le parallèle avec notre quotidien, qui, tu vas le voir, est extrêmement intéressant, comment se termine cette histoire? C'est assez simple. Absolument tous les traders de la banque sont réquisitionnés et commencent la journée avec un seul objectif, vendre le maximum de ces produits merdiques aux autres banques pour essayer de s'en débarrasser. Malgré que ça se soit relativement bien passé en début de journée, à l'ouverture des marchés, plus la journée avance et plus les autres banques se doutent que quelque chose ne va pas et deviennent extrêmement méfiants, tu sais, comme je t'avais expliqué tout à l'heure dans la vidéo. Il leur a suffi d'une seule journée pour écouler une énorme quantité de ces produits pourris et ainsi déclencher la plus grosse crise économique de ce siècle. Au final, cette histoire et ces personnages qui sont une fiction, je vous le rappelle, elle est quand même inspirée et basée sur des faits réels. Il y a eu des banques qui ont réalisé des mouvements similaires sur les marchés. Je vais pas balancer de noms comme ça, je te laisse chercher l'information si ça t'intéresse. Mais ce qui est génial avec ce film sur la finance, c'est qu'il porte pas tant que ça sur la finance en elle-même. Elle humanise nos prises de décision, elle va nous montrer des gens comme toi et moi, piégés dans un système qui récompense plus la survie individuelle plutôt que le bien collectif. En fait, l'image que tu peux avoir des financiers qui sont de véritables requins sans scrupules, au final, elle est pas si véridique que ça. C'est pas qu'ils
sont fondamentalement mauvais, mais c'est plutôt une accumulation de petites choses, d'acceptation pour vivre dans du confort, un manque d'envie de continuer de batailler, tandis que le combat est perdu d'avance. À la place de ces personnages, je suis sûr que 99% d'entre vous auraient pris exactement les mêmes décisions. Dans ce film, il n'y a pas de belles promesses, de belles leçons motivantes à tirer. Il est dérangeant parce que c'est une vérité inconfortable qu'on n'est pas forcément prêt à accepter. Le vrai danger, c'est surtout que tout le monde a un prix et tout simplement par pression des ordres ou de notre hiérarchie, on est prêt à accepter de trahir notre morale. Alors même jusqu'à la mort d'autres personnes, comme on l'a vu avec le jeu télé et les 81 personnes qui ont décidé de pousser le levier. Dans notre vie quotidienne, on est nous aussi tous amenés à devoir prendre ce genre de décision. Bon, évidemment, savoir si tu dois mettre la colonne du Excel en vert ou en bleu, c'est pas aussi grave que de déclencher une crise économique mondiale. Si t'es commercial, t'as déjà sûrement vendu un produit inutile. Si t'es agent immobilier, t'as probablement déjà fermé les yeux sur un dossier douteux. Dans n'importe quel domaine, t'as sûrement appliqué une règle débile parce que c'est la procédure. Ou encore, si t'es manager, on t'a demandé de transmettre une décision injuste à tes équipes sans forcément la remettre en question. Parce que c'est comme ça. Ce sont toutes des micro-décisions dans différents secteurs d'activité et dans les différentes strates de hiérarchie qui contribuent à construire un système entier où plus personne ne se sent responsable de rien. Et plus ces décisions sont diluées dans différents services, en passant par différentes personnes ou étapes de validation, alors plus personne ne porte vraiment la responsabilité du problème. On permet à notre morale de se cacher derrière un rôle, on se trouve de fausses excuses quant à la responsabilité de nos actes. On se dit qu'on a juste fait le tableau, on a juste transmis un mail, on a juste fait ce qu'on t'a demandé, et quand tout le monde est partiellement responsable, plus personne ne l'est entièrement. Mais d'un autre côté, dans notre monde moderne du travail, personne n'est réellement forcé à agir. On ne te met pas un couteau sous la gorge, tu ne seras pas fouetté si tu n'effectues pas une tâche. En revanche, on te propose du confort, un bon salaire, des primes, des avantages. Et même si t'as de la chance, des tickets resto. Bref, pour un peu de confort, même les personnes les plus empathiques sont prêtes à sacrifier leur éthique et leur morale et prendre des décisions avec lesquelles elles ne sont pas forcément d'accord. Pas foncièrement parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont une famille à nourrir, peut-être un crédit sur la maison, et donc on reste coincé dans ce système et on le tolère. C'est ça que j'appelle la corruption douce. Personne ne devient horrible du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Alors au final, Margin Call, comme je te le disais, c'est pas tant un film sur la finance, même s'il y a des explications super intéressantes et je vous encourage à le regarder. C'est surtout un film sur nous, sur ce qu'on est prêt à accepter dans notre vie de tous les jours. Il traite de la facilité avec laquelle on abandonne notre libre arbitre dès que quelqu'un nous dit quoi faire. La crise de 2008, on aime bien la résumer avec des mots compliqués pour se donner une illusion de complexité, mais la vérité est beaucoup plus simple. Il y a des humains qui ont pris des décisions et il y en a d'autres qui ont obéi. Et c'est peut-être là que le film devient extrêmement intéressant, parce qu'on aime bien croire que le marché est neutre, que si on le laisse faire, il finira par s'équilibrer tout seul. On pense que la somme des intérêts individuels amène naturellement au bien commun et à l'optimisation du marché. C'est bien plus complexe que ça. C'est un mythe sur lequel est construite notre société moderne. Le marché n'est pas rationnel, ce sont des humains qui prennent des décisions. Pour l'instant, du moins, parce qu'un jour, ce sera peut-être amené à changer. Quand on voit le poids des géants de la finance aujourd'hui comme BlackRock ou Vanguard et qu'on sait qu'ils remplacent massivement leur équipe humaine par des IA et des robots, peut-être qu'un jour, tout ce que je viens de te raconter dans cette vidéo n'existera plus. En attendant, je te dis à la prochaine, bye.